Vous suivez le journal sur Aïdos Télévision. Voici les titres. La Côte d'Ivoire dans le top 10 des puissances économiques en Afrique. L'information a été livrée à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 8 mai par le porte-parole du gouvernement. L'ex-chef du Parlement ivoirien en exil, Guillaume Soro, maintient sa volonté de poursuivre dans la voie de l'apaisement avec l'actuel chef d'État Alassane Ouattara. Il a réaffirmé hier jeudi 8 mai dans un communiqué publié à l'occasion de son anniversaire. Et puis, journée de deuil national décrétée au Kenya pour ce vendredi 10 mai en hommage aux 238 victimes des inondations meurtrières de ces derniers jours. Des milliers de familles ont été déplacées. Voilà les titres qui font l'actualité de ce jour. Heureuse de vous retrouver. Comme annoncé dans les titres au chapitre économique, la Côte d'Ivoire multiplie les performances. À l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 8 mai, le porte-parole du gouvernement a annoncé que la Côte d'Ivoire fait désormais partie du top 10 des puissances économiques en Afrique, la locomotive de l'UEMOA se positionnant même à la 9e place devant la Tanzanie. Le point dans cet élément. Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour l'économie ivoirienne. Tributaire d'une croissance de 6,5% à l'horizon 2026, selon les prévisions du Fonds monétaire international, la Côte d'Ivoire figure enfin dans le top 10 des puissances économiques en Afrique. L'information a été portée à la connaissance de la presse ce mercredi 8 mai par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, au terme du Conseil des ministres qui justifie cette performance qui place la Côte d'Ivoire au 3e rang des pays francophones par la politique de transformation structurelle de l'économie mise en œuvre par le chef de l'État. Que la Côte d'Ivoire fait désormais partie des 10 premières économies africaines en se classant à la 9e place devant la Tanzanie. La Côte d'Ivoire est ainsi le 3e pays d'Afrique francophone, derrière l'Algérie et le Maroc, et le 2e pays d'Afrique de l'Ouest, derrière le Nigeria. Cette résilience de notre économie est due essentiellement à sa diversification. Vous vous souviendrez très certainement que le chef de l'État s'était engagé à une transformation structurelle de notre économie par son industrialisation. Cette politique tend à porter ses fruits puisque la croissance de notre économie est portée par le secteur secondaire avec un taux de croissance de 10% et par le secteur tertiaire avec un taux de croissance de 8%. L'économie ivoirienne, faut-il le souligner, surfe sur des perspectives prometteuses avec notamment le regain de confiance dans le secteur des hydrocarbures consécutif à la découverte et à l'exploitation de nouveaux gisements pétroliers offshore. J'entends poursuivre mes entretiens téléphoniques avec le président Ouattara. Ces propos sont de l'ancien Premier ministre et opposant Guillaume Soro qui ce mercredi, à l'occasion de son 52e anniversaire, a tenu à réaffirmer sa volonté de travailler à la décrispation avec son ancien allié, l'actuel chef d'État Alassane Ouattara. Pour lui, pas question de dévier de cette trajectoire, a dit Raymond. Les récentes révélations de Jeune Afrique sur l'éventrement d'un projet de déstabilisation mené par des hommes supposés proches de Guillaume Soro n'auront rien changé. Ce mercredi 8 mai, date de son 52e anniversaire, l'ancien Premier ministre ivoirien, en exil depuis décembre 2019, s'est de nouveau prononcé sur sa posture politique actuelle, réitérant sa détermination à poursuivre le dialogue avec son ex-mentor Alassane Ouattara, avec qui il a eu des premiers contacts téléphoniques fructueux dans le mois de mars. J'entends poursuivre mes entretiens téléphoniques avec le président Ouattara, dont j'ai eu l'initiative au mois de mars dernier, a-t-il clairement indiqué dans un communiqué rappelant que rien, aucun soubresaut ne me fera dévier de cette trajectoire. À moins d'un bruit inattendu dans le Landerneau, la hache de guerre semble définitivement enterrée entre les deux hommes dont la relation politique a longtemps pris des allures de liens filiaux. C'est peut-être un tournant amorcé par le Sénégal dans la gouvernance publique en Afrique de l'Ouest. Les ministres de l'actuel gouvernement formé par Ousmane Sonko sont incités à renoncer à leurs fonctions électives pour éviter le cumul de postes. La tendance fera-t-elle effet dans le reste
reste de la sous-région et particulièrement en Côte d'Ivoire? On s'interroge. Des ministres sommés de renoncer à leurs fonctions électives. Investi le 2 avril après sa victoire dès le premier tour de l'élection présidentielle au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko annoncent les couleurs quant à la moralisation de la vie politique qu'ils entendent impulser au Sénégal. Les différentes personnalités appelées à siéger au sein du gouvernement du leader du PASTEF ont été priées de mettre volontairement un terme aux fonctions électives qu'ils occupent. Pour donner l'exemple, le chef du gouvernement lui-même a rendu sa démission en tant que maire de Ziguinchor. Ailleurs, en Afrique de l'Ouest, cette dynamique inaugurée par le binôme Faye-Sonko a une résonance particulière. La plupart des pays étant pris en tenaille dans des systèmes de gouvernance où le cumul de postes est plutôt synonyme de positionnement favorable dans l'appareil d'État, bien entendu avec un statut de privilégié. Le Sénégal est-il en train d'ouvrir la voie à un recul du despotisme et du clientélisme dans la sous-région? Inéluctablement qu'à un certain niveau, des changements s'imposeront d'eux-mêmes. Réchauffement des relations ivoiro-marocaines et c'est une bonne nouvelle pour les deux États. Désormais, il sera possible de rallier Abidjan à Casablanca par des vols directs de la compagnie Air Côte d'Ivoire qui inaugure son premier vol à destination du royaume chérifien le 14 mai prochain. Plus de détails dans ce reportage de nos confrères de Medi 1. C'est un développement important pour l'ensemble du continent. Aujourd'hui, que les compagnies africaines se donnent la main, que les États travaillent ensemble pour qu'il y ait beaucoup plus de connectivité sur le continent, c'est une très très bonne chose pour nos économies, pour l'intégration régionale. Aujourd'hui, avec cette liaison, il est plus facile que d'aller au-delà de l'Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique du Sud, avec Air Côte d'Ivoire. Donc je suis très très heureux que cela puisse se faire et qu'ensemble nous tirons l'intégration africaine vers le haut. Nous démarrons la ligne le 14 avec 4 vols par semaine. Et nous espérons pouvoir progressivement, avec l'évolution des relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, pouvoir monter crescendo ce nombre de fréquences à 7. La chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des liens séculaires et très importants entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Donc il y a un mouvement de personnes qui est naturel entre ces deux pays et Air Côte d'Ivoire viendra contribuer à faciliter les mouvements de personnes entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et particulièrement sur Marrakech, où vous avez une population installée dans l'Afrique de l'Ouest, pas uniquement en Côte d'Ivoire, qui vient pour des séjours touristiques. Voilà, donc nous espérons pouvoir ramener les gens à Casa et ils prendront les moyens qu'il faut pour se rendre dans ces lieux touristiques. Que naturellement, nous considérons le Maroc comme un pays frère. La Côte d'Ivoire a une relation particulière avec le Maroc. Pour preuve, vous nous avez bien aidé à la CAN dernière. Voilà, donc on espère que plus de Marocains viendront visiter la Côte d'Ivoire et inversement, des Ivoiriens viendront visiter le Maroc. Aujourd'hui, nous assistons à l'inauguration et le lancement de la ligne aérienne entre le Maroc et Abidjan, assurée par la compagnie Air Côte d'Ivoire. Et cette offre vient s'ajouter à l'offre qu'a créée la compagnie marocaine, Royal Air Maroc. Et surtout, ces offres-là renforceront sans doute c'est-à-dire la connexion aérienne entre les deux pays au service de l'économie et au service des citoyens. Un mot de santé pour dire que la 18e journée internationale de la sage-femme sera célébrée en Côte d'Ivoire ce samedi 11 mai 2024 dans la ville d'Aboville autour du thème investi en faveur du rôle mobilisateur et de la participation des femmes et des filles pour la paix. Les activités organisées dans le cadre de cette journée ont débuté depuis le 7 mai dernier. Au menu des séances de planification familiale, des dépistages via SIDA, des vaccinations du programme élargi de vaccination et contre la COVID-19, la nutrition porte-à-porte, l'adhésion à la couverture maladie universelle et une journée d'orientation des sages-femmes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Hors de nos frontières à présent, au Niger, face à l'ampleur de l'épidémie de méningite qui fait rage à Niamey, les autorités viennent de lancer une vaste campagne de vaccination. L'initiative suscite l'engouement des populations qui prennent d'assaut les différents points de vaccination. Reportage.
Alors que le Niger est en proie à une épidémie de méningite, le pays tente d'immuniser la population contre la pathologie. Le Niger a enregistré entre janvier et la mi-avril 2012 cas pour 123 décès contre 1389 pour 72 décès à la même période l'année dernière, selon l'OMS, soit une augmentation de 50%. La maladie, elle se voit un peu partout dans la ville de Niamey. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour vraiment payer la vaccination. Donc, comme ils ont fait ça gratuitement, c'est une bonne initiative selon moi. Une gratuité qui incite donc à se faire vacciner. Des familles ont pris d'assaut les centres de vaccination pour recevoir le précieux liquide. On a commencé par les écoles d'abord, le jeudi, vendredi. Après, samedi, dimanche, on est rentré dans les quartiers. La population vient, on les fait, sérieusement retourne. Il n'y a pas de problème, on n'a pas eu aucun problème. Après 4 jours, les équipes mobiles dédiées à l'opération disent avoir vacciné plus de 1000 personnes dans la capitale Niamey, point névralgique de l'épidémie. En 2024, au plan national, la région de Niamey est celle qui a notifié le plus de cas de méningite, avec 3 districts sanitaires ayant franchi le seuil épidémique. Cette situation a justifié l'introduction par le ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales auprès du groupe international de coordination ICG d'une requête d'appui pour l'organisation d'une réponse vaccinale dans tous les 5 districts sanitaires de la région. Sont aussi concernés par l'épidémie de méningite les villes d'Agadez, de Dosso et de Zender. On vous l'a annoncé dans les titres. Demain, vendredi 10 mai, sera chômé et payé au Kenya, ce en hommage aux 238 personnes tuées dans les inondations meurtrières de ces derniers jours. Plus de 40 000 familles ont dû être déplacées vers des zones plus sûres face à la montée des eaux. Le compte rendu avec la rédaction d'Africa News. Des pelleteuses détruisaient des maisons dans les quartiers informels de Mathare et de Mukuru à Nairobi au Kenya. Le délai donné aux habitants pour évacuer ces zones exposées aux inondations ayant expiré. Plus de 40 000 ménages ont été obligés en effet de quitter leurs habitations en raison des inondations dans le pays qui ont fait 238 morts. Le président kényan William Ruto a décrété la journée de vendredi férié. Elle sera consacrée à l'hommage à ses victimes. Les inondations au Kenya ont aussi plombé l'activité économique. À Kiambu, Charles Otieno, propriétaire d'un atelier de réparation automobile, est obligé de patauger dans des mares d'eau pour relancer son gagne-pain. Nous sommes bloqués, j'ai un garage automobile, mais depuis que les pluies ont commencé, cela fait maintenant 3 semaines, les véhicules sont ici, bloqués, je n'ai rien à manger. Les services météorologiques du Kenya ont alerté, les pluies persisteront jusqu'à la fin du mois de mai. Direction Georges en Afrique du Sud où les recherches se poursuivent pour retrouver les ouvriers encore coincés sous les décombres de l'immeuble qui s'est effondré lundi dans la ville de Georges. Au moins 39 personnes sont encore portées disparues alors que le bilan provisoire des victimes s'élève à 7 morts. Des enquêtes ont été ouvertes pour faire la lumière sur l'incident. Des enquêtes sont en cours après l'effondrement lundi d'un immeuble en construction à Georges, ville située à environ 400 km à l'est du Cap en Afrique du Sud. Les autorités veulent savoir les causes de cet accident mortel. Mercredi, les recherches se poursuivaient encore pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. 36 personnes ont déjà été secourues, dont 7 malheureusement décédées, alors que 39 autres manquent toujours à l'appel. Les opérations de sauvetage se poursuivent, mais les équipes se préparent également à la récupération des victimes. Les familles et les amis des travailleurs pris au piège se sont rassemblés dans les bureaux de la municipalité, espérant avoir de bonnes nouvelles de leurs proches. C'est vraiment pénible. Oui, c'est très pénible car en tant qu'être humain, c'est vraiment difficile d'être sous terre. Mais avec la foi en Dieu, nous sommes convaincus qu'il s'en sortira. Selon les autorités municipales, 75 ouvriers se trouvaient sur le chantier lorsque l'immeuble s'est effondré. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. On vous retrouve demain pour un autre tour de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien et restez sur Ados Télévision.